Bonjour à tous. Je ne sais pas si je dois attendre encore un petit peu ou pas, en fonction de si les gens arrivent. Je pense qu'on va commencer de toute façon une petite partie présentation au départ, donc voilà. Au pire, les retardataires pourront arriver pendant. Je suis désolé d'avance, j'ai le nez pris, le brume des foins, donc ça va peut-être s'entendre. J'espère que je vais pas avoir un moucher en plein milieu, ça va être... c'est pas optimal, mais on fait avec. Hein. Aujourd'hui, du coup, on va parler de pas mal de choses en 1 heure, ce qui est difficile, c'est à la fois, c'est très court pour aborder pas mal de sujets. Je vais tout d'abord me présenter, puis après je vous ferai un petit sommaire, et puis après on va rentrer dans le vif du sujet. Je vous passe quelques images que j'ai pu faire comme ça pendant que je me présente, comme ça anime un petit peu le front. Du coup, je m'appelle Charles Chillet, je suis vidéaste, youtubeur, créateur, influenceur, même si j'aime pas ce terme du tout. Et j'ai du coup une chaîne YouTube principalement qui est vraiment le principal de mon activité, où je poste des vidéos toutes les semaines sur différents thèmes. On va dire qu'il y a beaucoup de voyages, enfin il y avait beaucoup de voyages avant le Covid, ça a un petit peu été coupé évidemment voilà, par le Covid, mais bon je pense que ça j'ai pas besoin de vous le rappeler. Mais beaucoup de contenu voyage du coup plutôt pub quand même, donc notamment des pubs pour une agence de voyage avec qui je partais souvent. Et puis, du coup, j'en faisais des vidéos un peu courtes, punchy, sur les voyages qu'on avait pu faire. Et puis, moi, je faisais aussi beaucoup à l'époque de vlogs, etc., de voyages sur les différentes expéditions. Donc, Patagonie, Mongolie, lac Baïkal gelé, les îles Féroé, le Pérou, enfin bref, plein de destinations très sympas. Et ça, c'était vraiment la grosse partie de ma chaîne. Depuis le Covid, je me suis un peu aussi retourné pas mal vers le domaine de la pub, un peu de réalisation tout simplement de pub pour différents produits, pour différentes marques. Mais toujours en gardant l'accroche YouTube, en faisant des making-of sur ma chaîne de ces projets, histoire de montrer aux gens comment ça se passe derrière des projets un peu plus pub, etc. Voilà, là, c'est notamment une des dernières réalisations pour MSI, avec du coup un making-of qui va avec pour expliquer aux gens. Il y a toujours aussi un aspect sur la chaîne qui est des tutos, sur la vidéo, sur la photo, ou même sur le business d'être vidéaste un petit peu pour donner des chiffres, donner une réalité qu'on ne voit pas souvent malheureusement, et c'est toujours intéressant et les gens sont toujours preneurs de ce genre d'infos. Donc voilà un petit peu, et puis il y a aussi un aspect docu que je commence à lancer en essayant de faire plus de projets comme ça. J'ai pu faire un projet avec Sea Shepherd notamment, et puis un projet un peu plus axé van life récemment, voilà, dans un format un peu plus long, un peu plus lent, posé, où on a le temps de regarder et pas d'être dans des vidéos ultra punchy qui envoient, comme on voit beaucoup sur internet. Voilà, un petit peu aller à l'encontre, mais en faisant ce que j'aime tout simplement. Donc voilà, vous avez quelques images. Ça a été fait par exemple ça vraiment 1 semaine avant le confinement, donc voilà, c'était assez, ça a été drastique comme changement. Du coup aujourd'hui, j'ai oublié en fait, j'ai mis une petite slide, mes 3 secteurs d'activité. Oui, j'ai le secteur d'activité YouTube, il y a un secteur d'activité du coup réel de pub, et il y a un secteur aussi formation, notamment du coup formation, tournage et montage sur la vidéo pour apprendre aux gens tout simplement à faire de la vidéo, des formations payantes qui sont disponibles en ligne. Voilà, c'est ça les 3 secteurs, c'est YouTube, réel et formation. Donc, de quoi va-t-on bien pouvoir parler aujourd'hui? Alors, le thème, c'est comment sublimer vos contenus vidéo touristiques, contenus photo. En soi, la deuxième partie, ça sera un peu le même concept. Je vais faire 2 parties. Il y aura une partie vraiment axée. Alors, parce qu'en fait, le public aujourd'hui, c'est ce qu'on m'a dit, et je pense que c'est le cas, est assez disparate. Il y a des têtes que je reconnais là. Est assez disparate, et il y a des gens un petit peu de différentes organisations, univers, etc., avec des niveaux différents en technique aussi, notamment. Je tiens à aborder une petite partie technique assez brève, mais elle va être, ça va aller vite malheureusement parce qu'en 1 heure on n'a pas le temps d'aborder des tonnes de choses. Et après je ferai une partie sur plutôt des stats pures et dures de qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui marche pas en ce moment sur les différents réseaux. Qu'est-ce qu'il faut essayer de faire pour optimiser tout simplement les contenus une fois qu'ils sont faits, parce que c'est pas le tout de juste filmer des belles images et faire des belles vidéos, mais si on ne sait pas les mettre en avant derrière, et malheureusement, aujourd'hui, ça ne sert pas à grand-chose, puisque le but, c'est de faire découvrir vos organismes, les régions de France, notamment ici. Et voilà, c'est le but. Donc déjà, première chose, le matériel ne fait pas tout, loin de là. Il faut que vous soyez capable, peu importe le matériel que vous avez, que ce soit des matos un peu débutants ou du matos de pro, peu importe. L'intérêt, c'est de savoir vraiment l'exploiter au maximum du maximum. Et évidemment filmer de manière esthétique, mais comme je le disais, optimiser les contenus derrière pour qu'ils soient vus par le plus grand nombre, et c'est l'objectif de tout le monde ici, j'imagine. On commence donc par quelques conseils techniques. Au pire, si
voilà, comme il y a différents niveaux, il y en a certains peut-être pour qui ça va être obvious, d'autres pour qui ça va être trop rapide. C'est la partie plus compliquée. Après, promis, ce sera plus posé, plus stat, etc. Commencez par ne plus shooter, s'il vous plaît, en mode automatique. Utilisez sauf si vous êtes sur téléphone, c'est un peu plus compliqué, mais si vous avez un boîtier, peu importe lequel, que ce soit un boîtier photo qui filme un petit peu ou pas, apprenez ce qu'est tout simplement, alors je peux pas le faire là parce que sinon il y en a pour une heure juste à défiler ça, mais c'est des concepts assez simples qui sont comment on expose une image et comment ça marche. Il y a 3 paramètres, il y a le diaph, l'ouverture, les petites lamelles qui se referment pour laisser passer la lumière, le temps d'exposition et les ISO. C'est 3 paramètres qui jouent les uns avec les autres. Il suffit de comprendre ça et après vous allez être capable de commencer à shooter en manuel avec vos caméras pour créer du contenu qui sera beaucoup mieux parce que c'est vous qui allez maîtriser ce que vous faites et c'est pas tout simplement, c'est pas la caméra qui va choisir les paramètres et la qualité de vos contenus déjà va, et ça marche aussi en photo, hein, là c'est vraiment photo, vidéo, peu importe, la qualité de vos contenus va déjà, si vous comprenez ça, passer en qualité passer à la qualité bien supérieure. Et c'est hyper important à comprendre. Ça peut paraître, là c'est vraiment plutôt débutant quand même, j'avoue, comme approche, mais ça peut paraître un petit peu effrayant ou quoi, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut apprendre et qu'il faut développer. Donc n'hésitez pas à le faire et renseignez-vous tout simplement sur le triangle d'exposition qui est vraiment très très simple. Et après vous serez capable de filmer ou prendre des photos en mode manuel sur les caméras boîtiers que vous avez. Et voilà, ça fera la différence déjà et ça pourra vous permettre déjà de ressortir du lot avec du contenu qui sera plus joli et dont vous maîtriserez vraiment les paramètres. Étape d'après, faites des projets et des vidéos finis en 25 images secondes, 24 images secondes, le rendu cinéma, celui qu'on aime, celui qu'on voit sur le grand écran. Alors là, c'est plus axé pour des vidéos horizontales. Si on parle de TikTok, évidemment, c'est pas exactement important, mais sur des contenus vraiment, le but étant de mettre en valeur, par exemple, je pense qu'il y a des gens d'office de tourisme, etc., de différentes régions de France. Le but, c'est de mettre en valeur les territoires avec de belles images quand même, mine de rien, avant tout. Et si vos vidéos sont sorties en 50, 60 images par seconde, donc FPS et images par seconde, le rendu va être trop fluide, ça va paraître, ça fait amateur, mine de rien, et ça rend pas forcément bien. Donc c'est important de faire des projets, que ce soit votre séquence et votre vidéo finale, de les avoir en 25 ou 24, peu importe, images par seconde pour avoir quelque chose au rendu, alors j'aime pas ce terme, mais au rendu cinématique, cinématographique, c'est un mot qu'on utilise un peu à tout va, mais mine de rien c'est une réalité. Donc ça c'est encore une fois hyper basique. Je dis ne pas filmer en 50 ou 60 images par seconde, si vous faites des ralentis, évidemment, c'est nécessaire de filmer dans ces fréquences d'images pour avoir justement de la marge, pour faire des ralentis. Mais je parle vraiment de sortir les projets finaux, la vidéo finale, il faut qu'elle soit, selon moi, en 25 images par seconde pour avoir un rendu plus cinéma, on va dire. Et du coup, pareil, un rendu plus qualitatif visuellement. Ensuite, très important, la composition de l'image. Alors là, c'est sur une vidéo horizontale, parce qu'après la composition en verticale, c'est pas très pratique. Il n'y a pas grand-chose à dire sur composer une image verticalement, mais horizontalement, il y a des principes hyper simples. C'est vraiment les bases des bases, mais c'est vraiment important de comprendre ces bases, de les adapter à vos images et petit à petit à les intégrer et à vraiment aller au-delà de ça. Mais il y a des bases comme la règle des tiers, en fait, où vous prenez votre cadre et vous le divisez en 3 côtés, enfin en 3 carrés verticaux, 3 carrés horizontaux. Vous avez 9 cases, vous avez des lignes qui croisent et vous avez des points de force qui sont sur les croisements de ces lignes. Et si vous mettez une image sympa, alors évidemment, c'est pas un truc chirurgical, mais dans l'idée de toujours essayer de mettre votre sujet, ce qui est intéressant dans l'image, sur un de ces points de force, tout simplement. Donc là, par exemple, on va voir que le sujet est quasiment sur le point en haut à droite. C'est hyper important parce que là, on a une composition qui est assez équilibrée. Et surtout, par exemple, si c'est un humain qui est filmé, le regard de ce sujet, il va vers la partie un peu plus libre du cadre. Si la personne était tournée dans l'autre sens, ça serait très bizarre visuellement parce qu'elle serait tournée vers le... Enfin, c'est pas esthétique. Là, l'important, c'est aussi de libérer le regard du sujet, laisser de la place et tout simplement d'apprendre à faire ça. Alors, avec des sujets humains, c'est plus logique parce qu'au final... Je pense que c'est un cadre assez logique, mais c'est pareil, on pourrait placer la tête du sujet sur la ligne en bas à droite, il y aurait plein, ce qu'on appelle de l'air au-dessus, il y aurait du vide. Là, le but, c'est d'avoir quelque chose d'équilibré avec un petit peu d'espace au-dessus de la tête, mais pas trop, et d'obtenir et d'apprendre à faire des rendus un petit peu plus
plus esthétique, tout simplement, plus harmonieux. Et là, en soi, on a une image qui est bon, simple, hein, mais qui est vraiment esthétique. Et par exemple, si vous avez un paysage sans sujet, du coup juste une image simple, et ben il y a aussi l'horizon qui va jouer. C'est important que la ligne d'horizon soit pas. Alors là, vu qu'il y a un sujet, on s'en fiche. Enfin, c'est pas le plus important. Mais s'il n'y avait pas d'humain, il faut éviter, par exemple, souvent que l'horizon, en tout cas dans les bases, que l'horizon soit au milieu, parce que c'est pas une composition équilibrée. Par exemple, la ligne d'horizon, c'est intéressant de la mettre en fonction de ce que vous voulez mettre en avant, de la mettre en bas ou en haut. Si vous voulez mettre, je sais pas, si vous filmez la mer avec un beau ciel nuageux et que le ciel est incroyable, autant mettre la ligne d'horizon vers le bas pour qu'il y ait plus de ciel dans l'image. Si vous filmez avec un ciel, par exemple le ciel bleu un peu pas intéressant et que par exemple c'est la mer que vous voulez mettre en avant, la ligne d'horizon vous la mettez sur la partie haute, du coup vous aurez plus de l'océan, de la mer dans votre cadre et moins du ciel, mais c'est ce que vous voulez mettre en avant qui va faire que vous allez placer la ligne d'horizon sur la ligne supérieure ou la ligne inférieure de l'image. Donc voilà, c'est important de comprendre ces points-là. C'est vraiment, encore une fois, c'est des bases, mais faut vraiment s'imprégner de ça et tester tout bêtement, même en prenant un peu de temps, de juste apprendre à faire ces cadrages classiques, se composer une image, ça fait tout en fait. Et on peut vous donner un super sujet, un super lieu à filmer si vous n'êtes pas capable de vraiment de comprendre et d'appliquer ces principes-là, vous allez avoir un rendu qui est tout simplement moins intéressant. Et c'est en combinant toutes les petites infos, par exemple là que je donne, et il y en a plein d'autres, que vos images vont devenir, que vos contenus vont devenir beaucoup mieux, beaucoup plus intéressants, et vont vraiment attirer l'œil. Et c'est ça qu'on veut, quoi, c'est attirer l'œil du spectateur qui passe sur les différents contenus qu'il va croiser, tout simplement. Je vais peut-être éteindre les lumières parce qu'en fait, je me rends compte que niveau contraste, on est... Je sais pas si un petit interrupteur là. Je vais juste tester quand même. Tac. Ça vous gêne comme ça ou c'est bien? C'est mieux? Cool. Ça me va aussi. Ça fait petite ambiance un peu ciné, c'est cool. Ok, on passe du coup à quelque chose d'important. Alors on m'a mis un micro dans la main, j'avais prévu de faire une démo avec deux mains, ça va être super. En gros, parce qu'on n'a pas tous, je sais de ce qu'on m'a dit. Moi, honnêtement, par rapport aux ET, etc., je suis pas du tout au courant un petit peu de ce qui se passe dans le tourisme français, des différents organismes, etc. Mais je sais qu'on m'a dit que certains organismes, certaines boîtes avaient de quoi avoir du matériel ou avaient déjà un petit peu de matériel. D'autres n'avaient pas forcément le budget adéquat pour acheter vraiment du matériel intéressant. Et par exemple, on a notamment souvent un gimbal, un stabilisateur pour filmer, en tout cas en vidéo. Là, c'est vraiment pour la partie vidéo, qui permet de faire des plans stables, etc. L'important, c'est que il n'y a pas forcément besoin de stabilisateur. Honnêtement, j'ai fait beaucoup de films juste à la main et ça suffit amplement. Mais il faut juste savoir stabiliser à la main. Alors, comment je vais gérer mon histoire de montrer avec ma cam et d'avoir ce micro dans la main? Attendez, j'essaye de me trouver un système. Ça va vraiment être très très peu pratique. En gros, il faut créer des points de contact. Le but, quand vous voulez faire un plan stable juste avec vos deux petites mains, il faut tout simplement maximiser les points de contact et faire attention à vos mouvements. Alors il y a plusieurs techniques. Du coup, je vais te dire la technique et je vais la montrer, mais de toute façon, c'est très simple. En gros, si vous avez une lanière, ça peut être cool pour filmer, de l'utiliser pour créer un point de contact. Alors là, c'est cool. Du coup, si vous avez votre temps, je vais mettre bien là comme ça tout le monde voit. Du coup, par exemple avec une lanière, c'est vraiment hyper simple. Vous venez tirer un petit peu sur le cou et du coup au lieu d'être comme ça un peu flasque, là instantanément ça met un point de contact. Et si je veux faire des petits plans comme ça se fait tout naturellement, c'est magique. Et c'est tout bête, mais mine de rien, ça permet de faire des plans hyper stables, hyper simplement. Bon, la technique après des coudes, et si vous n'avez pas de lanière, c'est classique, mais vous prenez vos deux coudes et vous venez les caler contre vous, et vous venez faire un bloc. Et là, là, je montre avec des petits pans, donc des petits mouvements latéraux, mais ça se fait très bien. Parce que plutôt que de faire des plans fixes sur trépied, sur Internet, quand les gens regardent et qu'ils voient un plan fixe, en général, faut que ça bouge un petit peu, faut que ce soit dynamique. Donc juste des petits mouvements comme ça, en filmant, c'est hyper bien, hyper simple.
ou encore mieux avec une lanière, ça se fait vraiment, là je sens, là vous ne l'avez pas dans les mains, mais la différence elle est vraiment énorme. Et après, jouer avec le poids, évidemment, bon, ça dépend de... Moi j'aime bien aussi, là c'est une petite caméra pour moi, ça fait déjà pas mal, mais j'aime bien avoir une cam plus grosse encore pour avoir du poids, et naturellement le poids, ça stabilise, parce qu'évidemment c'est plus lourd. Mais ça, bon, pour des setups légers, c'est chiant, vraiment c'est pas adapté. Et aussi, par exemple, d'avoir des poignées supérieures. Il y a des petites poignées qui s'achètent pour tenir un petit peu, par exemple, pour des plans vers le bas. Ça peut être cool, tout simplement. Et il y a pas mal de choses. Et surtout, après, parce que c'est bien de rester comme ça, mais c'est pareil, c'est pas hyper dynamique. On peut faire des mouvements un peu plus en 3D. Et le truc, c'est d'apprendre à bouger son corps correctement. Et c'est pas de filmer en faisant des pas, parce qu'à partir du moment où vous faites un pas, vous êtes foutu parce qu'il y a une secousse. Le but, alors là, vous avez souvent l'air pas hyper... les gens se disent, qu'est-ce qu'ils font? Mais... Par exemple, c'est tout con, mais si vous voulez faire un petit mouvement qui avance vers l'avant, si vous commencez à faire ça, ça va être vraiment, faire des pas, ça va être moche. Du coup, vous faites une extension en arrière, idéalement même en combinant par exemple avec une lanière ou les coudes. Tac. Et là, j'ai un plan qui avance, il n'y a aucun mouvement, mes bras, ils sont vraiment, j'essaye de les garder. Et je fais juste un petit mouvement de hanche, pareil de côté. Vous n'avez vraiment pas l'air fin quand vous faites ça, mais il faut assumer le... Là, je fais juste un transfert de poids et ça marche. Alors, ça fait un petit peu tai chi en même temps, mais en vrai, ça fonctionne. Je le fais tout le temps et ça marche vraiment. Il y a une technique qui est hyper simple aussi, qui peut tout se combiner en soi. Mais de filmer un petit peu au ralenti si votre matos le permet. Pas des gros ralentis abusés, mais des petits ralentis x2, etc. Ça va stabiliser naturellement vos images une fois que vous le mettez au ralenti. Évidemment, s'il n'y a pas une action qui se passe qui est importante, si ce n'est pas un sujet qui parle, mais vraiment, si c'est juste des images beauty, des jolis plans, filmer au ralenti, ça va juste... au lieu que ce soit, si ça shake comme ça, ça va juste adoucir un petit peu et ça va rendre le rendu beaucoup plus esthétique. Et voilà un petit peu comment, merci beaucoup, comment stabiliser tout simplement. Là en vrai il n'y a vraiment rien de savant, hein. C'est vraiment simple à appliquer. Après ça demande un petit peu d'entraînement, surtout sur les mouvements transfert de poids, etc. pour que ce soit bien appliqué et que ça rentre bien. Mais c'est tout bête, il n'y a pas besoin d'avoir du matos de dingue pour tout simplement faire de jolis plans. Moi, il y a plein de fois où je me suis retrouvé avec juste mes mains, un objet, un boîtier, ça suffit à faire des vidéos qui rendent très bien. Et franchement, faut pas se surcharger de matos, ça c'est aussi un point important. Faut pas se surcharger de matos et avoir trop de choses parce qu'après, on s'y perd, on perd du temps, on se stresse et vaut mieux être... si vous allez shooter un endroit, vaut mieux être libre un petit peu, avoir juste ce que vous connaissez. Alors idéalement, ce que vous connaissez par cœur, apprenez à utiliser le matériel qu'on vous met à disposition. Mais vous avez le minimum et ça suffit parce que vous ne prenez pas la tête avec un stabilisateur qui va s'allumer, qui ne marche pas, qui n'est pas équilibré, machin truc. C'est bien de juste, des fois, filmer à la main, ça suffit amplement et ça permet d'être plus efficace, plus rapide et de faire plus de choses aussi, tout simplement. Voilà des petites choses hyper intéressantes. Et pour passer à la partie un peu plus post-prod quand même, parce que c'est bien de tourner, mais il faut aussi savoir monter. Alors, on va pas faire un tuto de montage là, parce que clairement, sinon, je vous bloque la journée. Mais on va faire juste un point hyper important d'organisation des projets. Ça, c'est vraiment quelque chose que je prêche tout le temps, parce que je vois beaucoup de gens qui on commence un petit peu à faire de la vidéo, etc. Photo, là, c'est vraiment plus vidéo pour le coup, sur la gestion, mais qui commencent à faire de la vidéo et qui... n'ont pas un workflow, une méthode qui est vraiment appliquée rigoureusement à chaque fois et qui du coup se perdent un petit peu et perdent des fichiers, perdent des rushs et c'est vraiment le pire truc, mais ça peut arriver à tout le monde. L'idée du coup, déjà, faire du backup. Le backup c'est quoi? C'est faire des copies. Quand vous rentrez d'un shoot de quelque chose, faites 3 copies sur plein de disques et comme ça au moins vous êtes déjà sérénité d'esprit. Et c'est vraiment quelque chose, c'est tout bête, mais on ne pense pas forcément à le faire. Mais moi, des fois, je ne fais pas 3 copies, j'avoue. Mais c'est idéal de vraiment faire un maximum de copies et de structurer les dossiers, d'avoir tout le temps la même structure. Moi, j'ai une structure toute bête avec un dossier rush, un dossier projet, un dossier effets spéciaux s'il y a besoin de faire des effets, un dossier image, etc. Dossier photo. Mais voilà, d'avoir tout le temps la même structure, même nomenclature, comme ça vous êtes organisé. Et si quelqu'un, parce que aussi le but c'est que vous bossez peut-être sûrement en collaboration avec d'autres gens, si quelqu'un arrive dedans, il n'est pas perdu à aller chercher des trucs à droite à gauche, c'est clair, c'est net, tout le monde peut comprendre et c'est hyper simple pour quelqu'un de reprendre un projet. Il en va de même dans le logiciel d'ailleurs. Une fois que vous importez des fichiers en logiciel, gardez la même structure dedans, peu importe le logiciel. Je ne viendrai pas prêcher pour Premiere Pro, mais c'est mieux, mais c'est mon préféré, mais c'est important de vraiment garder la structure comme ça. Pareil, vous passez à quelqu'un, ça change de personne ou même pour vous, vous êtes organisé et c'est nickel.
La séquence dans laquelle vous allez faire votre montage, la timeline, c'est important aussi de bien la régler, de ne pas faire n'importe quoi. Donc de définir si votre contenu, ça va être de la 1080p, de la 4K, ou si c'est du vertical, si c'est pour Insta, si c'est du carré. Bon, évidemment, là, on commence à arriver dans plein de formats différents, mais de vraiment le définir clairement. Et, de pas vous mélanger, de faire bien les choses. Et du coup, les fichiers vont, vraiment d'avoir un truc, la séquence est dans une fréquence d'image, dans une résolution, et vous faites ça aussi à l'export, et comme ça, tout est net, tout est clair, et vous vous paumez pas. Moi, ce que je fais du coup après, c'est que je fais souvent dans une séquence première, je fais mon petit dérush, je coupe mes plans, je garde que les petites parties intéressantes de chaque plan, donc ça fait un petit pâté que je classe des fois par catégorie en fonction du projet. Je sais pas, si j'ai été filmer un château en France, du coup je vais peut-être trier par les plans larges, les plans un peu moyens, les plans un peu plus serrés, un peu plus rapprochés, peut-être un petit classé par un dossier drone par exemple pour les images de drone, histoire d'être organisé, de savoir un petit peu où vous allez être. Et après, donc ça c'est vraiment une séquence qui est là que pour dérocher, pour trier, et après faire une séquence montage un peu plus propre, où vous allez venir amener vos fichiers de la séquence des rushs au fur et à mesure et construire votre vidéo, tout simplement. Après évidemment partie montage, n'hésitez pas à la fin, une fois que le montage est fait, à mettre du sound design, donc des effets sonores pour ajouter un petit peu plus de dimension. Il n'y a pas que image musique, on peut venir rajouter, il faut, même je vous conseille, de rajouter ce qu'on appelle du sound design. Et alors pareil, là on pourrait faire 2 heures dessus, mais tout ce qui est colorimétrie, étalonnage, c'est hyper important. Ça paraît honnêtement compliqué au départ, mais YouTube, il y a vraiment sur YouTube, il y a tout qui est accessible, et de prendre une demi-heure, 1 heure, juste pour aller apprendre un petit peu les bases de l'étalonnage, c'est hyper important, et ça va vous permettre de passer vos images d'un truc classique, d'un rendu classique, à vraiment un rendu, pour le coup cinéma, même si c'est pas le terme, un rendu pro qui accroche, qui fait vraiment, qui claque. Et encore une fois, si c'est une vidéo pour TikTok ou un Reels Insta, des fois c'est moins important, mais je parle si vous voulez faire du contenu vraiment qualitatif, horizontal, pour YouTube par exemple. Voilà, c'est des points hyper importants. Et il y a un truc qui est vraiment vital aussi si vous voulez faire beaucoup de vidéos avec de la musique, c'est apprendre à déjà choisir la bonne musique. C'est pas juste en fait, moi j'ai souvent sur ma formation j'ai un groupe privé où les gens m'envoient leurs vidéos pour que je les juge, etc., et que je leur fasse des retours. Sauf que souvent, moi ce qu'on m'envoie, c'est un montage avec des images et une musique qui colle pas du tout. Souvent c'est mais le château, c'est bien. Un château qu'on va filmer, et il y a de musique hyper épique, hyper violente qui colle pas. En soi, un château peut être épique, mais c'est juste que la musique colle pas. Il faut vraiment essayer de trouver quelque chose qui match, quelque chose qui fait pas un peu too much, quelque chose qui. Donc, il faut vraiment que ça colle à l'ambiance de la vidéo, aussi au rythme évidemment. Et la musique va déterminer le rythme de votre vidéo. Moi, je vous conseille aussi de regarder un petit peu les plans que vous avez filmés, si c'est possible évidemment, en écoutant la musique pour tester, voir si ça colle, juste sans faire le montage, mais vraiment juste voir si l'ambiance colle. Et en fait, vraiment le rythme de la musique que vous allez prendre va faire le rythme aussi de votre vidéo, ou en tout cas de la séquence que vous allez utiliser la musique, puisque l'idée pour moi, c'est de choisir des musiques avec des variations. Parce que bon, le truc qui est important, c'est de garder le spectateur en haleine, de pas qu'il s'endorme et de pas que ce soit trop monotone. Ce que je vous conseille, du coup, c'est de trouver des musiques. Alors, il y a des sites Artlist, MusicBed, Epidemic Sound. Ça, ce sont des sites vraiment cool et qui ne coûtent pas trop cher pour avoir des licences avec des droits de musique cool. N'utilisez surtout pas la bibliothèque gratuite YouTube, s'il vous plaît, parce que ça s'entend que c'est moins bien en termes de résultats, et malheureusement, ça joue sur la qualité finale de la vidéo. Mais de prendre une musique avec des variations, par exemple, vous allez pouvoir faire un petit montage un peu plus lent au départ quand c'est tout doux. Quand ça commence à monter, vous augmentez le rythme. Et après, quand ça part, là, vous allez pouvoir vraiment aller sur un rythme fort. Ce qui est bien aussi, c'est que ça remonte. Après, ça redescend. Il y a un petit moment calme. Et là, c'est agréable. On a un petit montage plus lent, etc. Et après, quand ça repart, n'hésitez pas à aller à fond. Et du coup, l'idée, c'est de créer des cassures. Même hors d'un format image musique. Moi, dans des vidéos en ce moment, ce que j'essaye, c'est il y a un peu d'image, un peu de musique, un peu de voix off. Hop, on repasse à un petit moment vlog un peu brut, on repasse à un moment un petit peu musique. Le but, c'est vraiment de changer le rythme et de garder tout simplement le spectateur en haleine. C'est ça qui est le challenge qu'on a tous sur ce qu'on fait. Et c'est pas facile. Mais petit à petit, en vous appliquant des étapes comme ça, vous allez vraiment gagner en qualité, et du coup, vous allez aussi garder vos spectateurs plus longtemps. Et la rétention, on va le voir après, c'est ce qu'il y a de plus important sur tous les réseaux confondus. Donc voilà, c'est hyper important. Je mets en vraiment, en rafale 3 idées, parce qu'on m'a proposé de vous
de vous proposer des idées d'investissement matos si vous n'en avez pas. Alors bon, je vais le mettre rapidement si certains d'entre vous sont vraiment intéressés et veulent me reposer la question ou quoi, ou la slide, voilà, je peux vous la passer, il n'y a pas de souci. Du coup, vous n'avez qu'un téléphone, il n'y a pas de budget pour acheter une caméra, il n'y a pas de boîtier, il n'y a rien. En soi, c'est bon, quand je dis un téléphone, un iPhone récent ou téléphone récent, parce que sinon, évidemment, ça commence vraiment à être compliqué. Mais en soi, d'ailleurs, je vais faire une vidéo, l'iPhone 13 Pro notamment, là, bon, il va arriver, je compte faire une vidéo voyage juste avec pour vraiment me tester. Et ça va être les accessoires, par exemple, que je vais utiliser. Donc à gauche, vous avez une genre de ce qu'on appelle une cage. Bon, ça se fait plus sur des vraies caméras, mais là, pour le coup, ça marche bien avec un téléphone. Il va être posé au milieu, vous avez 2 petites poignées. Vous ajoutez un tout petit peu de poids, donc déjà, ça stabilise aussi, comme je disais tout à l'heure, un peu plus. Et ça vous permet de le manier beaucoup mieux parce que vraiment manier un téléphone pour filmer, c'est pas pratique. Et bien sûr, ça se tourne aussi, enfin ça s'utilise en vertical aussi, donc c'est intéressant. Et vous pouvez glisser, par exemple, vous voyez la petite poignée qui est en deuxième, vous pouvez venir la glisser au-dessus à la place du micro là sur l'image 1. Et vous avez aussi une poignée supérieure pour faire des plans au ras du sol, etc. de manière stable. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Pareil, le son, c'est limite aussi, voire plus important que l'image, parce que vous pouvez avoir une vidéo avec une qualité visuelle pas ouf, tant que l'audio est bon, ça va. Si vous faites l'inverse, une belle qualité visuelle et un audio qui est pas bon, les gens décrochent. Donc vraiment, le son, c'est primordial. Et il y a des petits micros, là c'est un Rode notamment, chez Rode, le Video Mic Me, qui permet de brancher sur le téléphone directement et d'avoir une qualité sonore bien au-dessus de ce qui se fait sur le téléphone de base. Et ça, c'est tout con, mais c'est vraiment hyper important. Et ensuite, alors ça c'est pour ceux qui sont un petit peu plus avancés, qui notamment maîtrisent un peu l'exposition en manuel, d'avoir des petits filtres ND qui se clipsent. Un filtre ND, c'est un peu comme des lunettes de soleil pour la caméra. Et du coup, ça permet tout simplement d'avoir un petit peu le flou, parce que le téléphone, c'est lui qui gère en automatique tous les réglages. Si vous filmez avec ça, en fait, vous allez pouvoir gérer un peu mieux, via des applis pour filmer aussi sur le téléphone, gérer un peu mieux l'exposition de votre téléphone, le faire manuellement, pardon. Et du coup avoir un flou de mouvement qui est beaucoup plus naturel, beaucoup plus habituel dans ce qu'on voit au cinéma notamment, ou dans les vidéos vraiment quali. Et ça va quand même changer le rendu, donc ça c'est important. Et ça se clipse vraiment tout bête sur le téléphone, sur les objectifs, et ça marche très très bien. Et ça coûte du coup l'ensemble même à peine 100 €, donc vraiment on est sur du tout petit investissement, et c'est plutôt cool d'avoir tout ça. Si vous avez un peu plus de budget, bon alors évidemment ça va très vite dans le matos. Ouais, là c'est petit, j'oserais presque dire c'est petit budget. Ça va vite, mais j'ai pris un petit Sony A6400. En fait, vous pouvez faire une photo de la slide si vous voulez les références précises. Encore une fois, je vous les redonne plus tard sans souci. Un petit Sony A6400, mais là avec ça, vous avez de quoi faire des images déjà incroyables. Vraiment, sincèrement, juste avec ça, ça peut vraiment être, le rendu est incroyable. Et si vous maîtrisez le matos, franchement, avec ce pack-là, je vais vous mettre après un pack à 4000 €. En fait, on verra pas la différence. Si vous savez le maîtriser, ce sera super. Donc voilà, un objectif qui fait un peu tout, un petit 18-105 qui est pas mal, vraiment qui va vous permettre de faire toutes les situations. Et une focale fixe, du coup, qui est beaucoup plus lumineuse, un 50 mm, qui va permettre d'avoir des beaux plans avec du flou. Et un point important qui va aussi être dans le pack juste après, c'est en fait au niveau son, encore une fois. Moi j'ai un micro Rode là actuellement qui coûte quand même 300 € et quelques, mais il y a des alternatives comme le petit que j'ai mis qui coûte 50 € en bas, tout en bas, et qui est incroyable, qui est tout petit, et le son, je l'utilisais avant, il était super, et pour 50 € c'est vraiment c'est incroyable. Et si vous voulez des micros sans fil, un petit peu micro-cravate, pour tout simplement faire des interviews, parler à des gens, etc. Il y a des petits micros, ce sont les Rode Wireless Go. Il y a aussi une version avec 2 micros pour faire 2 personnes qui parlent en même temps. Et ça vient se clipser, il y a le micro qui est intégré, ça vient se clipser au t-shirt, à la chemise, et ça prend 2 secondes, il n'y a pas le câble à passer sous les vêtements de la personne. Souvent c'est pas ouf. Et du coup c'est hyper simple, et la qualité sonore est vraiment très bonne, et suffit amplement pour toutes les vidéos sur peu importe le réseau, ça suffit vraiment. Donc voilà, ça c'est des packs, le pack moyen, et je passe vite fait sur le pack un peu plus cher. Ouais, ça va vite. Du coup, c'est le boîtier que j'ai là, un Canon EOS R6, mais encore une fois, ça peut être chez Nikon. Enfin, un boîtier dans cette gamme de prix-là va vous permettre de débloquer des fonctionnalités, mais encore une fois, si vous n'êtes pas vraiment à fond si vous connaissez pas le matos et vous ne savez pas l'exploiter au maximum, il n'y aura pas tant de différence avec le boîtier que je présentais juste avant à 1000 €. Avec un objectif qui fait un petit peu tout. Je reprends les 2 micros que j'ai mis juste avant et je rajoute quand même un stabilisateur parce que ça peut permettre de faire des images vraiment intéressantes, et c'est important quand même d'en avoir un. C'est vraiment quelque chose qui va... Autant je vous ai montré, on peut filmer à la main, mais il y a des plans qui sont, à partir du moment où vous devez faire des pas et avancer, suivre des gens qui sont en interview de manière fluide, etc. Un gimbal, un stabilisateur, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Et il y a notamment chez DJI le RSC2 et le RS2,
Le RST2 un peu plus petit, c'est plutôt cool. Et le prix, bon, 429 €, mais pour ce que ça fait, c'est vraiment un outil qui est hyper intéressant. Mais encore une fois, pareil, il faut apprendre à le maîtriser. Voilà, c'est important. Maintenant qu'on a fini de parler de technique et de matos, on va parler de comment, une fois que les contenus sont faits, les optimiser. Alors, ce que je vais dire, je vais donner des stats, des chiffres que moi j'utilise pour me référencer sur mes propres vidéos, etc. Le problème, c'est que les algos de tous les réseaux sociaux évoluent à une vitesse qui fait peur. Et du coup, évidemment, ça évolue vite. Donc là, c'est ce qui est à peu près actuellement ce qui marche. Et évidemment, dans 6 mois, dans 1 an, ce sera peut-être plus le cas, ça aura peut-être changé. Donc c'est une veille constante à faire pour suivre un petit peu, prendre des formations de gens qui parlent de ça, aller voir, il y a plein de vidéos sur YouTube aussi qui parlent des agences qui communiquent un peu les infos de ce qui marche pas et qui ont l'occasion de tester avec plein de clients avec des gros comptes. Il y a vraiment beaucoup de ressources à trouver. Moi, je me renseigne juste sur quelques vidéos de temps en temps, évidemment sur mes vidéos à moi parce que je vois les retours de stats. Mais voilà, bref, ça fluctue, ça va vite. Mais en attendant, ça c'est mes conseils que je pourrais donner pour actuellement, maintenant. Du coup, l'option 1, parce qu'on m'a dit que c'est ce que moi j'ai eu dans le brief un petit peu pour cette conférence, c'est qu'il n'y avait plus forcément l'intérêt, voire le budget pour engager des blogueurs voyage, des influenceurs pour faire les contenus parce que ça coûte cher et que c'était possiblement hyper intéressant d'engager vous-même des gens en interne pour créer les contenus. Du coup, moi ce que je trouve intéressant par rapport aux influenceurs, évidemment je sais que j'ai des collègues qui coûtent cher et ça peut aller vite, même s'ils font du très bon contenu, je comprends que les budgets sont limités. Et moi ce que je peux vous conseiller, c'est en fait déjà d'essayer de trouver peut-être des gens un peu plus petits qui font du contenu quali. Il y en a plein qui n'ont pas des audiences incroyables et qui du coup vont être moins chers ou qui sont moins pro entre guillemets et qui vont se vendre un peu moins cher, d'essayer d'aller démarcher ces gens-là qui eux demandent à avoir des opportunités pour créer des vidéos pour eux qui sont intéressantes. Et ce qui est du coup, étant donné qu'ils vont se vendre un peu moins cher même s'ils font du contenu quali, il y a possibilité aussi pour vous de négocier pour avoir du contenu. Moi c'est quelque chose que je fais où je vais faire des vidéos sponsorisées ou payées par telle ou telle marque, agence, etc. Et en fait, après, elle me rachète certains contenus où j'en adapte pour la dite marque, la dite agence. Ce qui fait que moi, j'ai du contenu qui met en avant l'organisme, etc., la marque. Et eux, ils ont quand même du contenu pour leur réseau. C'est ça aussi qu'on veut. L'intérêt, c'est que vous ayez quelque chose à partager aussi. Donc, mais en prenant des gens un peu plus petits, il y a peut-être moyen justement de trouver de manière assez moins onéreuse d'avoir du contenu pour eux et pour vous. Donc c'est intéressant. Et surtout qu'eux, en général, je sais que moi, je connais des gens qui commencent, qui font des contenus hyper quali et qui demandent qu'à avoir des opportunités pour travailler, même si c'est pas des budgets fous, en fait ils seront contents de le faire. Donc c'est ça qui est intéressant et il y a une recherche à faire, je pense, d'aller démarcher des plus petits entre guillemets. L'option 2, du coup, c'est ce qu'on m'a dit, c'est qu'il y avait possiblement le fait d'engager tout simplement des gens en interne pour créer un petit peu le contenu. Alors ça c'est bien, mais suivant évidemment si vous prenez une équipe complète, bon, ça se fait, mais si j'imagine que c'est 1 ou 2 personnes max, je pense que l'idée déjà c'est de trouver des gens, des couteaux suisses, j'ai pas d'autres mots, mais en fait des gens qui font, c'est ce que moi j'essaye de faire aussi, c'est vraiment d'être à l'aise sur plein de sujets différents et de pouvoir maîtriser beaucoup de sujets différents, et surtout en fait d'avoir quelqu'un qui donne un visage à l'office de tourisme de telle région, à quelqu'un qu'on retrouve. Parce qu'en fait, le problème, c'est que le problème de toutes les marques, et j'imagine aussi des organismes, etc., c'est en fait, il n'y a pas de visage à la marque. En fait, suivre une marque, un office de tourisme, c'est moins, sauf si on aime la région, qu'on vient de la région, qu'on a une affinité, mais c'est moins facile que s'il y a un visage récurrent qui est visible. Et il y a un intérêt pour moi à amener de l'humain en ayant quelqu'un qui incarne les contenus, pas forcément tous, mais ou peut-être plusieurs personnes en fonction des contenus et des formats, mais au moins de mettre quelqu'un devant la caméra qui est à l'aise. Alors ça c'est pas facile au début, je me doute bien que si je regarde mes premières vidéos, c'est pas ça fait mal, mais d'avoir quelqu'un qui est à l'aise à la caméra, qui va aussi donner envie aux gens de suivre cette personne qui fait partie de cet organisme, ça vraiment met un visage et c'est beaucoup plus agréable et les gens ils vont suivre ça plus facilement. Et aussi, tout simplement, ça peut être de mettre en avant beaucoup plus l'humain. C'est pas, je vais revenir encore au château. Je sais pas pourquoi j'ai un truc avec les châteaux ce matin. Mais il y a le château, c'est bien. Mais en fait, c'est intéressant visuellement, il est beau, il y a de l'histoire, mais même de voir qui vit dedans. Et on en a parlé un petit peu hier à la conf déjà, mais l'exemple est parfait. Qui vit dedans, c'est quoi l'histoire des personnes qui se sont transmises au lieu, parce que les gens, ce qu'ils veulent voir, en fait, c'est de l'humain. Ils veulent des histoires, ils veulent vraiment de l'humain, j'ai pas d'autres mots, et donc de trouver des habitants, des locaux qui ont des choses intéressantes à dire, qui ont des histoires cool à raconter, c'est ça qu'on veut, parce que de toute façon le but c'est de raconter des histoires, c'est pas forcément maintenant de montrer dans de belles vidéos juste les paysages, etc. C'est d'avoir vraiment un contexte derrière.
Donc voilà les possibilités. Il y a un média qui a fait ça de manière incroyable, je trouve. Je pense que vous connaissez tous Brut, le média. Et ils ont un reporter de guerre qui s'appelle Charles Villa, que je connais un petit peu. Et ben en fait, ils le mettent tout le temps en avant et c'est les vidéos avec Charles Villa, etc. Et les gens viennent voir des contenus qu'ils n'auraient jamais regardés juste parce que c'est lui qui va les présenter dans une manière un peu plus vlog, etc. Mais mine de rien, ça change et ça casse un peu la barrière un peu où c'est il y a juste peut-être une voix off ou juste des images avec un petit texte et ça vraiment ça amène à ce que les gens s'intéressent plus au contenu. Donc c'est vraiment intéressant de créer une incarnation et d'amener des gens tout simplement et des visages. Et puis évidemment de poster régulièrement, d'engager avec la communauté, bon ça je pense que vous le savez, mais d'utiliser tous les outils à disposition, surtout les nouveaux outils, parce qu'à chaque fois qu'une appli sort un nouvel outil, si vous l'utilisez, vous êtes mis en avant automatiquement parce que ça les arrange. Donc sondage, questions, interaction, voilà, plus vous en avez, plus vous êtes mis en avant. De définir aussi des formats, ça c'est intéressant et c'est ce que j'essaye de faire sur ma chaîne. De ne pas juste faire des vidéos un petit peu à droite, à gauche, de différents endroits, différentes personnes, mais vraiment essayer de faire des formats avec des rendez-vous. Alors, ça commence à être difficile, mais de toutes les semaines à telle heure, tel jour, il y a une vidéo qui sort qui va être ce format où on va découvrir un habitant de la région. Ça, c'est le mercredi à 18h et il y a peut-être même une deuxième vidéo dans la semaine qui sort où c'est découvrir un lieu insolite, je sais pas. Il y a des possibilités. Il faut trouver des formats et du coup, les gens, quand ils aiment bien, ils s'habituent à un format et ils reviennent le voir tout simplement. Donc, franchement, ça, c'est quelque chose d'hyper important, je pense, à mettre en place et qui marche beaucoup maintenant. Ensuite, évidemment, créer des histoires dans les vidéos, ça c'est vraiment essentiel, et amener des enjeux. Les gens, ils veulent voir qu'il y a un enjeu, il y a quelque chose qu'on va découvrir même à la fin de la vidéo, que tout n'est pas donné dès le début. Alors évidemment, c'est adapté sur des vidéos de patrimoine, des vidéos touristiques. Ça faut l'adapter vraiment à vos contenus, mais de juste pas tout donner dès le départ, de définir les enjeux. Ok, en fin de vidéo, on va aller voir tel endroit, trouver des objectifs à faire à la vidéo. Je sais pas, il y a un truc physique, on va montrer, on essaye de le faire ensemble, en fait, de faire pas participer les gens, mais de leur donner l'impression qu'ils vont participer et de les engager un petit peu plus comme ça. Et aussi, tout simplement, le fait de faire des histoires, de mettre de l'humain, c'est facile. Un portrait de quelqu'un, c'est vraiment, on amène son histoire et ça fait la vidéo juste par ce qu'il a raconté en illustrant bien. Donc, ça peut être hyper intéressant. Et surtout, un truc qui est hyper important, c'est les premières secondes de tous les contenus. Alors, évidemment, sur YouTube, on va dire les 5-10 secondes. Sur un Reels ou un TikTok, c'est 1 seconde et demie. C'est le hook, c'est l'accroche. S'il n'y a pas l'accroche de départ, vous avez une chance sur deux, voire une chance sur... beaucoup plus de chances que la personne scrolle et aille ailleurs. Il faut vraiment faut vraiment réfléchir à ça, pas juste le faire de manière, faut juste y réfléchir en amont de comment on accroche, qu'est-ce qu'on dit qui va essayer de accrocher, de hook le spectateur pour que lui, il ait envie de rester et de voir la suite. Et aussi, par exemple, des fois, alors ça s'adapte à certains formats et j'essaye de le faire, mais des fois c'est pas possible, de teaser un peu ce qui va se soit de teaser un petit peu ce qui va se passer, d'essayer de donner envie justement qu'il reste à la fin parce qu'il y a un truc qui va se passer qui est vers la fin. Alors des fois les gens juste scrollent à la fin, mais le but c'est la rétention maximale. Plus les gens resteront sur vos contenus, plus ils seront mis en avant, peu importe l'appli, c'est toujours comme ça parce qu'évidemment le but de chaque appli, de chaque réseau, c'est que les gens restent le plus longtemps dessus. Et si vous faites rester les gens sur vos contenus, vous aidez l'appli, donc elle vous aide en retour, tout simplement. Et pareil pour garder le spectateur en haleine, c'est ce que je disais tout à l'heure, créer un rythme dynamique, mais avec des cassures de temps en temps, changer le rythme, varier un petit peu et pas que ce soit quelque chose de monotone, évidemment quand c'est possible et que ça s'adapte. Les call to action, ça c'est très très important. Donc un appel à une action, tout simplement. Il faut en faire. Oui, c'est hyper important, il faut en faire, mais il faut en faire peu, mais bien les amener. C'est pas, j'ai eu tendance à faire dans le temps, allez, likez, commentez, abonnez-vous et allez voir tel truc. Mais non, les gens, déjà s'ils en font un, c'est bien, donc en donner 4, ça sert à rien. Le but, c'est de réfléchir à qu'est-ce que vous voulez mettre en avant et de le placer, tout simplement. Donc, par exemple, une vidéo YouTube, important de rappeler aux gens de s'abonner au début. Alors ça peut être juste une petite anime qui vient se caler et on n'en parle pas, ou s'il y a quelqu'un qui parle, de le dire. Et ça se fait et c'est normal en fait d'inciter les gens parce qu'ils y pensent pas. Même des fois, je vais faire une vidéo ça va prendre 2 mois, je vais la sortir et les gens ils aiment, mais ils pensent pas à liker la vidéo, ce qui est vraiment qui prend un clic, c'est pas compliqué, mais en fait ils y pensent juste pas. Alors que juste le rappeler à la fin, c'est tout con, mais ça va vraiment les
les amener à le faire. Et donc voilà, c'est important d'en faire peu, parce que si vous en faites trop, ça se disperse et ça sert plus à rien. Mais si vous voulez les amener sur un contenu important que vous avez sorti, etc., vous le mettez en premier lien de description et n'oubliez pas, on a sorti ça. Ce que je fais même maintenant, moi, en fin de vidéo YouTube, alors ça c'est vraiment plus pour YouTube, mais ce qui est hyper intéressant d'un point de vue statistique, c'est que les gens restent sur la chaîne. En gros, ils regardent une vidéo de ma chaîne et le but, c'est qu'ils restent sur ma chaîne en allant voir d'autres vidéos de la chaîne. Du coup, à la fin de la vidéo, en fonction du thème de la vidéo, je vais dire, ah, sinon, sur le même thème, j'avais fait cette vidéo-là qui parlait de ça, et j'avais fait cette vidéo-là qui parlait de ça, et les 2 petites vidéos pop, et à la fin, ils peuvent aller cliquer sur ces vidéos-là. Et le but, c'est que s'ils enchaînent 3-4 vidéos de ma chaîne, YouTube se dit, putain, ils aiment bien, dis donc, ce contenu-là, c'est cool, on va le mettre un petit peu en avant. Donc, c'est vraiment important de garder ça en tête. Pour être bien vu sur Instagram aussi, ce que je peux vous conseiller, que moi j'ai fait, qui marche incroyablement bien et qui a faible coût, vraiment, en fonction évidemment de ce que vous voulez faire, c'est de faire des concours. Mais vraiment, c'est du pain béni, vraiment. Et je vous donne un exemple, j'ai fait gagner une GoPro, alors ça date d'il y a 1 an. Alors l'investissement, c'est une GoPro Hero 7, c'est tout. Et j'ai mis un petit peu de sponsorisation. Ça, je crois que j'avais 20 000 abonnés sur mon compte. Du coup, le but, c'est que c'était de commenter. En gros, il fallait laisser taguer 2 potes en commentaire, enfin taguer 2 personnes en commentaire et liker le post et s'abonner, il me semble. Je suis même pas sûr que j'avais mis liker le post. Et en gros, du coup, d'inciter à commenter, parce qu'évidemment, plus il y a de commentaires, plus les choses sont mises en avant, et surtout d'inciter les gens à vous suivre. C'est ça l'action qui est importante, vraiment d'inciter à follow. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'en plus, j'ai sponsorisé le post. J'ai mis 150 € de sponsorisation, donc en tout ça m'a coûté peut-être 400 € de faire ce concours, sauf que le post il a touché, moi avec 20 000 abonnés, en vrai si je touche 15 000 comptes je suis content, bon là 260 000, et du coup ça a vraiment vraiment bien marché, ça m'a ramené peut-être 6-7 000 followers. Alors après followers ramenés sur un concours, il y en a qui vont s'en aller, il faut les engager derrière, mais en attendant ils sont acquis et c'est quand même, ils sont là. Et c'est vraiment intéressant parce que c'est tout simple, vous trouvez un gîte qui est d'accord, enfin vous trouvez un petit partenaire, offrir simplement un petit séjour, quelque chose qui coûte pas trop cher, et vu que le partenaire par exemple peut être mis en avant via le concours, il est peut-être possiblement d'accord pour juste offrir et pour aider aussi la région par exemple, ou le département, mais pour offrir un petit peu une nuit en gîte, quelque chose, ou alors de faire un accord, enfin bref, faut pas que ça vous coûte trop cher à faire. Et par exemple, ce que j'avais fait, c'est que j'aimais exprès de mettre le texte dans la photo, parce qu'en le sponsorisant en contenu un peu en story, en fait, les gens, s'ils lisent pas le texte en dessous quand ils voient un truc passer en pub, par contre, vu qu'il y a marqué concours en gros sur la photo quand ils l'ont, et là, du coup, ils viennent tout de suite voir, et là, du coup, ils cliquent, et là, ils viennent s'abonner. Donc, c'est vraiment quelque chose de très très important, et il y a surtout sur des contenus tourisme, etc., ça se fait beaucoup, même en s'associant avec des blogueurs, influenceurs, etc., de faire des concours comme ça, c'est ça, je pense, qui peut ramener le plus de gens. Alors après, il faut pérenniser les gens et pas qu'ils s'en aillent au bout d'1 mois, mais évidemment, il y en a une partie qui s'en iront, c'est sûr, c'est obligatoire. Mais voilà, c'est vraiment cool et ça marche toujours et c'est à moindre coût, et en plus les gens sont contents parce qu'on leur offre des choses. Donc après, ils sont habitués, il y en a beaucoup des concours. Mais je pense pour moi que c'est vraiment un truc hyper important à faire, et n'hésitez pas à trouver des moyens d'en faire de temps en temps, ou même pour célébrer un passage, un cap, etc. Quelque chose de nouveau, où il y a un nouveau, je sais pas, un nouvel hôtel qui vient d'arriver, d'offrir 2 nuits à l'hôtel, un petit concours, quelque chose qui met aussi en avant l'endroit. Il y a vraiment des choses à faire, et je vous recommande fortement de faire ça. Alors, maintenant on va faire un pli par appli, ce qui compte en ce moment, ce qui est important. YouTube. Alors ça c'est mon cœur de... C'est mon appli, enfin c'est quasiment la seule vraiment que j'utilise et que j'essaye de dynamiser et d'améliorer au maximum. Du coup, le titre et la miniature. Alors évidemment, quand on fait des contenus plus axés tourisme, on ne peut pas faire n'importe quoi, et même moi je reste dans une ligne édito assez clean, et je ne vais pas faire des titres et des miniatures un peu trop aguicheuse, mais faut trouver un entre-deux, mais c'est essentiel, c'est l'emballage, et il faut que c'est ça qui va faire que les gens vont cliquer, et c'est le truc le plus essentiel. Et ce qu'on dit aux gens qui font des vidéos sur YouTube, c'est d'avant même que d'avoir réfléchi au concept, d'avoir réfléchi à la vidéo, il faut savoir c'est quoi le titre, c'est quoi la miniature. Donc c'est vraiment quelque chose d'hyper important, et il faut le garder en tête, parce qu'en fait c'est une des stats, il y a 2 stats vraiment les plus fortes, c'est le taux de clic et le watch time. Et le taux de clic, il est déterminé par votre titre et votre miniature, parce qu'en fait le taux de clic, c'est tout simplement, la vidéo va être montrée, il va y avoir des impressions. Donc quand vous allez dans l'accueil YouTube, vous voyez des vidéos, et si vous voyez une vignette, c'est une impression. Le taux de clic, c'est combien de personnes, on peut le mettre sur 100, combien de personnes sur 100 ont cliqué sur votre vignette, tout simplement. Un bon taux de clic, c'est 12%.
Vraiment, mais c'est même pas mal. Moi, honnêtement, si je fais 8, je suis content. 6, c'est bien, et 4, c'est pas ouf. Donc ça veut dire le 12, c'est que 12 personnes sur 100 qui ont vu la vignette ont cliqué sur la vidéo. Je parle pas de regarder la vidéo, hein, juste cliquer. Parce que dans un deuxième temps, le but, c'est qu'une fois qu'ils ont cliqué, il faut les garder sur la vidéo. Et ça c'est un peu plus compliqué. Mais justement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, d'essayer de créer des hooks, de vraiment d'essayer de teaser un petit peu, de dynamiser. Et c'est ça qui va permettre d'avoir un watch time mieux. J'ai pris un exemple de vidéo récente qui fait quasiment 16 minutes. C'est un poil long. Et en fait, vous voyez, donc là, vous avez ma courbe de watch time. Donc, en gros, le pourcentage moyen regardé, c'est 42%. C'est pas incroyable. 40%, c'est OK. 60%, c'est très bien. 70%, c'est les meilleurs de YouTube actuellement qui ont 60 millions d'abonnés et qui ont tout compris, font ça. Donc, si vous êtes à 50-60, c'est déjà exceptionnel. 40, ça va. Mais plus ça va être fort, plus vous allez avoir votre vidéo qui va être mise en avant et plus ça va s'enchaîner et vous allez pouvoir faire découvrir les vidéos à de nouvelles personnes. Donc, un truc qui peut être bien aussi, c'est que moi, par exemple, mon contenu, il est un peu long, 16 minutes. C'est un peu long, c'est engageant pour quelqu'un de regarder une vidéo entière de 16 minutes quand même. Donc c'est aussi de trouver des moyens de faire des formats qui sont pas trop longs, qui sont assez dynamiques et qui demandent pas à la personne de passer. Évidemment, il y a des... Si vous faites un format vraiment très poussé, etc., qui dure 30 minutes de temps en temps, bien sûr, c'est trop bien. Mais c'est juste que les gens n'ont pas forcément 30 minutes à accorder à une vidéo, ou alors il faut vraiment leur donner envie. Donc c'est de faire des formats peut-être de moins de 10 minutes, des 8-10 minutes, c'est cool parce que déjà en dessous de la barre des 10 minutes, psychologiquement, comme on voit la durée avant de cliquer sur la vidéo, on se dit « Ah, c'est moins engageant, je perds pas plus de 10 minutes. » Donc ça va inciter les gens à cliquer plus aussi. Moi, typiquement, si j'ai une vidéo, j'ai fini mon montage et qu'elle est à 13 minutes 20, je vais enlever 20 secondes pour la descendre à la minute d'en dessous. Vraiment pour psychologiquement aider les gens à se dire « Ah, ça va me prendre moins de temps à regarder. » Donc ça, c'est hyper important. Comme je disais tout à l'heure, les call to action, de dire au début aussi de la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Tout simplement, c'est gratuit, ça prend qu'un clic. Mais de le mettre, évidemment, dans certains contenus, et s'il n'y a personne qui parle dans la vidéo, que c'est juste du visuel, c'est compliqué, mais juste d'avoir des petites animes, il y a des petits packs, ou même de les créer vous-même, où vous avez un petit bouton qui vient dire s'abonner, c'est tout simple, c'est visuel, c'est propre, et au moins ça rappelle aux gens qu'ils peuvent s'abonner tout simplement. Et c'est ces éléments-là qui sont vraiment importants, tout simplement. Ça, c'est pour YouTube. Alors après... Bon, moi, je vous mets un truc sur TikTok et Facebook. C'est pas du tout mon domaine d'expertise, honnêtement. Je sais juste quelques petits trucs, mais je n'utilise pas. Enfin, il faudrait que je me mette à TikTok parce qu'il faut qu'on se mette à TikTok tous. Je vous le dis, malheureusement. C'est déjà un peu trop tard, mais il faut se lancer. Mais j'ai pas envie parce que j'aime pas trop le type de contenu que c'est et le format un peu trop rapide. Mais c'est essentiel. Du coup, Facebook, c'est un public assez, on le dit souvent, mais c'est une réalité. C'est quand même un public un peu plus vieux. Donc, il faut prendre ça en compte. Il faut faire court quand même, 2-3 minutes, je pense que c'est bien. Après, encore une fois, il y a des formats plus longs. S'il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Mais c'est bien de faire assez court, voire même de remonter. L'intérêt aussi, c'est que si vous avez un contenu, le but, c'est de l'adapter à plein de plateformes différentes. En ayant fait une vidéo sur un sujet, que vous puissiez en faire un petit montage Facebook de 2-3 minutes, un montage plus long YouTube, un extrait de 15 secondes ou une minute sur TikTok, et etc. D'optimiser les contenus pour qu'ils soient un peu partout et que ça vous fasse de l'activité. Pareil, Facebook, les gens ils scrollent, ils n'ont pas le son, donc il faut vraiment un truc, il faut trouver un moyen. Alors ça se fait des fois c'est impossible en fonction du sujet, mais de hook le spectateur et qui s'arrête dessus. Et aussi quelque chose d'important, c'est que beaucoup de gens sur Facebook notamment regardent sans son, ils n'ont pas le son activé, ils sont dans les transports, ils sont chez eux mais ils n'ont pas le son activé, donc déjà de mettre des sous-titres, c'est vraiment hyper important, s'il y a évidemment des paroles, pour que les gens puissent suivre tout simplement les vidéos. L'exemple parfait, encore une fois, je ressors Brut, mais Brut, c'est des génies. Ils ont tout mis en sous-titres, ils font dans toutes les langues, et c'est beaucoup de titres. Et en fait, tu peux regarder une vidéo de 4 minutes en lisant juste les sous-titres, des fois sans penser même à activer le son, et c'est naturel, et c'est pour ça que ça a autant explosé. Donc c'est important de mettre des sous-titres, vraiment, et de captiver très rapidement. Alors TikTok, c'est... Il y a des trucs bien sur TikTok, il faut faire marcher un peu l'algorithme et lui montrer les choses qu'on veut voir, mais il y a moyen, en tout cas, même moi c'est ce que je dois faire, c'est de faire du contenu informatif, intriguant. Il y a quelques blogueurs voyage qui sont mis sur TikTok et ça marche vraiment bien, en faisant découvrir un endroit, une anecdote sur un lieu. C'est des contenus courts, maintenant on peut mettre 3 minutes, mais je pense que le mieux c'est quand même de rester 1 minute 30 max, et court et condensé. C'est une appli où on va vite et on regarde beaucoup de contenu. Mais toujours pareil, c'est le hook de même 2 secondes, c'est trop. C'est vraiment TikTok, c'est du scroll, quoi. C'est vraiment c'est violent, donc il faut s'adapter à ça. Et ça peut être
bah, je sais pas, parler je parlais du lac Baïkal, j'ai été au lac Baïkal, il fait 1500 mètres de profondeur, sais-tu c'est quel est le lac le plus profond du monde, enfin d'attirer avec une phrase, donc évidemment bon, on n'a pas le lac Baïkal en France, mais de trouver des lieux, quelque chose, enfin d'avoir une petite anecdote, quelque chose qui te donne envie de rester et d'avoir un peu plus d'infos et qui intrigue tout simplement. Et encore une fois, ça s'adapte à certains contenus et pas à d'autres, mais dans l'idée, il faut garder ça en tête. Voilà, je m'étalerai pas sur ces deux-là parce que honnêtement, c'est pas mon domaine particulier et je les utilise pas beaucoup, même Facebook d'ailleurs, je crois que j'ai oublié ce que c'était. Euh, et ce qui compte sur Insta, ça c'est plus mon truc, parce qu'évidemment Insta va de pair quand même avec YouTube et je fais beaucoup de posts, etc. Donc sur Insta, déjà, il faut être régulier, ça c'est sûr. Et encore une fois, tout est question de rétention. Tout est question de garder le spectateur, le viewer, le plus longtemps possible, peu importe le type de contenu. En gros, un post avec une photo, c'est bien. Un post avec 10 photos, c'est mieux. Parce qu'au final, si vous mettez plusieurs photos, ça peut être la belle photo que vous trouvez la plus intéressante, la plus jolie en premier. Et après, de remettre certaines. Moi, des fois, je fais des petites séries où il y a la photo que je trouve vraiment la plus cool en premier. Et après, je mets des dérivés que j'aurais pas posté tout seul, mais qui font partie du moment, de l'histoire, de ce que j'ai voulu partager. Et aussi de faire des petites histoires, de raconter des choses, parce que vous pouvez faire une vidéo sur quelqu'un, un portrait intéressant en vidéo YouTube. Mais vous pouvez aussi faire une photo de cette personne dans son dans son lieu, dans son activité, en faisant une petite série de 10 photos, en racontant l'histoire en caption en dessous dans le texte. Ce qui fait que les gens, s'ils sont intéressés, ils vont la lire. Donc, ils restent plus de temps sur le post. Et ça dit à Insta que vous aidez vous aidez Insta à garder les gens sur Insta. Et du coup, ça vous met en avant. Et également aussi de créer de l'engagement. Et c'est tout simple. C'est à la fin si vous avez quelque chose d'écrit, d'inviter les gens à donner leur avis en commentaire, tout simplement. En fait, il y a plein de gens qui regardent, qui donneraient un avis en commentaire volontiers, mais qui, encore une fois, n'y pensent pas. Donc, inviter les gens à s'engager, laisser un petit message à la fin, c'est vraiment hyper important. Et aussi, répondez tout le temps à tous les commentaires. Alors, je le fais pas, j'essaye de le faire un maximum, au moins de les liker, etc., de lire. Mais sur Insta, je sais que je réponds à tout le monde parce que y a une connexion qui se crée, il y a un sentiment de proximité et c'est hyper important de créer ce sentiment de proximité et même cette proximité en soi. Et il y a des gens qui vont du coup s'engager, ils vont être là plus souvent. Et c'est quelque chose, c'est tout bête, ça prend pas trop de temps, sauf si vous avez des comptes vraiment avec des taux. Mais je prends mon copain Bruno Maltor, il a des centaines de commentaires et il répond quasiment à tous les commentaires, à tous les messages. Et ça lui prend 3-4 heures, 5 heures par jour. Mais en attendant, ça crée de l'engagement vraiment sincère. Et c'est trop bien et c'est quelque chose vraiment à faire, sincèrement. Parlons hashtag aussi, hashtag très important ça. Alors ça c'est un grand mystère qui change très souvent. Mais en gros, il faut en faire peu mais bien. Ça sert à rien de mettre 30 hashtags, je crois que c'est la limite 30. Ça sert vraiment à rien honnêtement. Le but c'est de cibler et d'en mettre peu, mais d'en mettre des intéressants et pas les plus utilisés. Le hashtag sunset, personne verra votre post avec le hashtag sunset. Il y a 45 milliards de posts sur le hashtag sunset. Quand on recherche dans sunset, à moins d'avoir un post vraiment qui ressort, c'est compliqué. Il vaut mieux viser quelque chose d'un peu plus petit avec quelques centaines de milliers de publications, voire même quelques milliers, qui va vous permettre d'être vu. Et ça, c'est intéressant. Alors, comment trouver les hashtags ? Il y a plein de vidéos qui expliquent ça. Il y a plein d'applis, mais il n'y a rien de défini. Moi, ce que je fais, c'est que je vais espionner un peu les collègues. Je ne vais pas vous mentir. Je regarde un petit peu ce qu'ils mettent, les posts qui marchent bien. Et je vois un petit peu les hashtags utilisés et j'essaye de comprendre est-ce qu'il y a une relation et voir un petit peu en fonction du thème, s'il y a des hashtags que je peux réutiliser, reprendre et tester aussi. C'est un peu du test, honnêtement. C'est d'en poster, de regarder un peu dans les statistiques que vous avez qui vient des hashtags et s'il n'y a personne sur ce post-là, c'est que c'était pas pertinent et de retenter. Mais pour moi, c'est le point le plus challengeant et je prends pas assez de temps. Mais il y a vraiment un temps à prendre pour vraiment utiliser les bons hashtags. Parce que c'est ça qui va vous permettre d'être découvert par du nouveau public. Évidemment, il y a des concours, etc. Mais sur des posts réguliers, le nouveau public, il vient tout simplement des hashtags quand même. Et voilà. Donc n'en mettez pas trop, mais faites-les bien. Et faites des stories souvent, quand même, essayez d'en faire, je dirais pas tous les jours, mais quand même régulièrement. Et si possible, avec quelqu'un qui parle directement devant le téléphone, c'est beaucoup mieux parce que c'est vivant. Donc encore une fois, si vous trouvez quelqu'un, si vous engagez quelqu'un qui est à l'aise à la caméra, c'est important de le mettre en avant et d'avoir quelqu'un vraiment un visage, et ça va mieux marcher. Et de demander en fait l'avis de la communauté sur des choses, même des petits quiz. Il y a plein de choses à faire qui permettent d'engager sur Insta et en utilisant les outils d'Insta. Parce que c'est que en utilisant les outils qu'ils vont se dire « Ah, c'est cool, ils nous essayent de nos nouveaux trucs, bon vas-y, on les met en avant ». Donc des sondages, des questions, il y a plein de petits outils, de petites choses
qui, en fait, les gens aiment bien plutôt que de scroller bêtement dans les stories, en fait, juste d'avoir une interaction, c'est cool. Ça fait des fois, ils s'arrêtent, ils font ah tiens, c'est peut-être ça, non, je sais pas, un petit quiz, un petit sondage, et ça fait participer, ça engage, et ça, c'est des stories qui vont être mises en avant parce que vous utilisez les outils, et c'est vraiment vraiment important. Aussi, si c'est possible, parce qu'il y a encore une fois beaucoup de gens qui regardent les stories sans son. Alors moi, je le fais pas parce que ça prend trop de temps, mais s'il y a des choses qui sont dites, de réécrire le texte en dessous. Parce que de toute façon, soit ils écoutent, soit ils lisent, mais en attendant, ils restent plus longtemps sur la story. Et s'ils font pas next à la story, alors là c'est bingo, parce que s'ils sont restés jusqu'au bout, c'est vraiment très bon, et ça va booster aussi les stats des stories. Donc c'est vraiment des choses importantes. Encore une fois, ça fait beaucoup à appliquer, mais dans l'idée, le but c'est de faire le maximum dans ce sens-là. Voilà un petit peu. Et un élément qu'on a oublié, qui est très important, le dernier, les Reels Instagram. Alors c'est pareil, je suis pas fan du tout, mais je devrais en faire, mais j'ai un peu de mal. Les Reels, il faut en faire hyper régulièrement. Franchement, si vous en faites un par jour, c'est incroyable, mais c'est impossible de faire des bons Reels une fois par jour. Mais au moins 2-3 fois dans la semaine, si c'est possible, et de réfléchir à aller dans ce sens-là. Ça peut être des petits bouts de vidéo en soi. C'est pas... Le but, c'est de créer du contenu, encore une fois, qui va pouvoir être sur différentes plateformes adaptées. L'idéal, c'est 15 secondes. Alors 15 secondes, c'est très court. Donc bon, c'est au mieux, mais et ça c'est pareil, le hook, c'est comme TikTok. Il faut que ce soit instantané, qu'on ait envie de voir la fin. Et encore mieux, qu'on ait envie de replay le reel. S'il se passe un truc intriguant, quelque chose, les gens ils ont fait ah, j'avais pas vu au début, donc ils vont rejouer le truc. Alors là, s'ils rejouent 2-3 fois, alors là c'est bingo. Ça part, ça va vraiment peut monter très très vite. Et c'est vu que c'est nouveau et que Insta essaye de battre TikTok. Bon courage à eux. Et en fait, ils vont vraiment mettre en avant les reels qui marchent, et il y a un boom sur les partages, etc. Ça peut très vite peser, entre guillemets, mais en tout cas, il y a vraiment moyen d'être partagé très bien. Et quelque chose alors, qui paraît fou, si vous mettez des vidéos entièrement montées sur Premiere Pro ou Final Cut, que vous les uploadez dans Reels, ça va pas marcher. Enfin, ça va vraiment être un bid total en général. Enfin, c'est ce que j'ai vu dans les stats et dans tous les retours de collègues. Il faut monter sur l'appli. Et c'est relou, mais c'est un peu long, et il faut vraiment prendre le temps de monter sur l'appli, parce que eux savent que vous avez monté sur l'appli, que vous avez utilisé l'appli, et c'est vraiment hyper important, et ça fait quelque chose de plus classique en attendant en termes de montage, et ça correspond aussi plus à un montage basique type Reels, mais c'est quelque chose d'important. Et aussi d'aller voir ce qui trend en audio, donc les musiques qui marchent en ce moment. Donc c'est pareil, il y a une veille à faire dessus qui est réelle, et petit jeu de mots presque. Il y a vraiment une veille sur la musique, et en fait de réutiliser l'audio qui marche en ce moment, les musiques qui marchent sur les Reels, qui sont en trending, donc ça change assez vite, donc c'est pour ça qu'il y a vraiment une veille constante, et c'est pas facile. Mais au lieu de mettre juste la musique, ce qu'il faut faire, et qui marche mieux, qui a été prouvé, c'est de réutiliser l'audio. Il y a une option pour reprendre l'audio, pour la mettre sur notre propre Reel, de reprendre l'audio du Reels qui a marché le mieux avec cette musique, qui a le plus de vues, parce qu'en fait vous allez être mis en recommandation à la suite du Reels avec la dite musique qui est le plus vu. Et du coup, ça peut vous amener beaucoup plus de recos. Donc, montez sur l'appli et réutilisez les audios qui marchent en ce moment sur les Reels. C'est vraiment important, et c'est pas hyper agréable à faire forcément, mais c'est nécessaire malheureusement si vous voulez. Mais si vous avez des petits comptes ou qui galèrent un petit peu à monter, c'est vraiment l'outil qui va vous permettre de gagner le plus rapidement des followers. Et franchement, si vous n'êtes pas sur TikTok, à la limite, vous peut-être mieux se focus sur les Reels, parce que c'est là que vous allez pouvoir faire monter un compte Insta beaucoup plus rapidement que via des posts, clairement. Voilà, en conclusion, faut créer du contenu tout simplement qui est utilisable sur différentes plateformes, et qui peut s'adapter à toutes les plateformes possibles en fonction du temps que vous avez et de ce que vous pouvez faire, et d'analyser au quotidien. J'insiste, vraiment, c'est tous les jours. Il y a une veille, vraiment, il y a du temps à prendre, et c'est compliqué. C'est ça qui est le plus dur limite. Mais d'analyser ce qui marche le mieux, d'essayer de le comprendre et de réutiliser et de le faire vite, et pas de le faire 3 mois après, parce que souvent c'est trop tard, ça évolue très très vite. Donc voilà. Je vais passer très rapidement tout à l'heure les parties tournage-montage, mais j'ai une formation du coup qui s'appelle la Visual School, qui dure, je fais ma petite pub, j'en profite, qui dure 10 heures sur le tournage et le montage, si ça vous intéresse, d'apprendre plus sur la technique et de manière beaucoup plus étalée et posée. J'ai du coup cette formation qui est disponible en ligne, et puis si vous avez envie de collaborer sur différents contenus, n'hésitez pas à me contacter. Et si vous avez des questions, je suis absolument preneur pour échanger un petit peu, j'ai un petit peu de temps. Voilà, merci pour votre attention.